Nous allons donc reprendre le fil de nos pérégrinations dans l'analyse du nomos. Et donc, en analysant le nomia ces dernières semaines, j'ai régulièrement parlé du nomos, du verbe nemein, qui se profile derrière l'un et l'autre terme. Alors, même chez Solon, où il est généralement affirmé que nomos ne se trouve pas, puisque c'est esmos, vous vous souviendrez, qui est le mot employé pour désigner les lois, il me semble, et je l'ai expliqué la semaine dernière, il me semble qu'une lecture différente du vers 16 du poème 36, enfin du fragment 36, autorisé par le papyrus de Londres, permet de restituer l'emploi de nomos. Je ne reprends pas la démonstration que j'ai faite la semaine dernière. Me semble donc qu'on peut restituer l'emploi de nomos non pas au sens étroit de loi, mais de normes de régulation d'origine divine, selon les emplois hésiodiques que nous avons analysés précédemment. Et j'ouvrirai le cours de cette semaine en ajoutant deux occurrences hésiodiques à notre réflexion. Alors, la première occurrence du mot, donc, que nous n'avons pas encore revue cette année, se situe dans la théogonie. Donc, je repars un instant dans la théogonie, au milieu d'un passage qui est généralement appelé l'hymna Hécate, donc la déesse Hécate. Cette déesse se voit honorée, donc dans le contexte, se voit honorée par Zeus plus que toute autre divinité, nous dit le poète, avec des parts d'honneur associées tant à la terre qu'à la mer et au ciel étoilé. Donc des avantages, je dirais, des prérogatives à large spectre. Et parmi ces nombreux honneurs, dont je passe le détail, qui ne m'intéresse pas ici, se trouve l'invocation systématique de son nom lors des sacrifices. Et, nous dit le poète, et c'est la citation que vous avez à l'écran, les vers 414-416, je lis avec vous, car aujourd'hui, même quand, où que ce soit, l'un des humains de la terre, par un beau sacrifice, accompli selon l'usage, cherche à se concilier la faveur divine, il invoque Hécate. Alors, je n'entrerai pas ici dans les problèmes considérables que pose la compréhension même de l'insertion de ce dit hymna Hécate dans le cadre de la théogonie, et notamment cette invocation qui serait systématique et que l'on ne trouve guère dans la pratique des cités. Donc, je n'ouvre pas ce volet-là que pourrait impliquer la lecture du texte. Ce qui m'intéresse ici, évidemment, c'est l'expression que j'ai mise en grâce dans le grec, à savoir l'expression katanomon. L'expression katanomon, qui est assez banale dans le grec classique, trouve ici son premier emploi. Son premier emploi, donc, dans les textes grecs qui nous ont été conservés. Et elle est susceptible de renvoyer, et c'est la traduction que j'ai adoptée ici, à une pratique régulière, régulée, à une coutume traditionnelle. C'est en général comme cela que l'on traduit l'expression, et ici j'ai privilégié la traduction de « selon l'usage ». Et donc cette pratique régulière, cette coutume traditionnelle, c'est évidemment ainsi que l'expression est généralement comprise et bien comprise. Mais dans le contexte de la théogonie qui accueille cet emploi pour la première fois dans notre documentation conservée, je pense qu'il est permis d'en approfondir et d'en enrichir le sens. En effet, le sacrifice coutumier dont il est question dans ce passage est le résultat d'un geste inaugural que le poète décrit à peu près 200 vers plus loin, des vers essentiels dans l'œuvre, ces 200 vers, puisqu'il chante la naissance de Zeus lui-même. Et pour clarifier ce point, parce que je vous parle de la théogonie depuis maintenant le début du cours et puis déjà l'année dernière, ne soyez pas effrayés, la diapo est un peu pleine, mais
vous pouvez la reprendre à loisir ensuite sur le site du collège. Mais ce que je veux faire, ce que j'ai voulu faire en déployant cette espèce de table des matières de la théogonie, c'est vous montrer visuellement je dirais le caractère central de la naissance de Zeus. Donc vous avez le prologue, puis la partie véritablement cosmogonique, et les couleurs renvoient en fait aux différentes générations. Visuellement, ça me semble plus clair. Donc vous avez les premières entités, Chaos, puis Gaïa, puis Eros, puis vous avez Gaïa qui va tirer d'elle-même une série d'entités, dont Ouranos, qui est donc en rouge, puisque c'est en quelque sorte un enfant de Gaïa, de même que Pontos, que vous avez ici, l'étendue de la mer Salée. Vous avez donc différents épisodes, je passe. Vous avez une première évocation du mythe de souveraineté avec Styx et ses enfants. On en a parlé, je vous en ai parlé un des cours précédents, puisque ce sont les enfants de Styx qui s'associent en quelque sorte à Zeus pour mener à bien son entreprise de conquête du pouvoir. Vous aviez Kratos, vous aviez Bia notamment. Puis vous avez donc ces différentes intrigues, enfin ces différents moments de dramatisation qui sont ponctués de généalogie. Enfin, vous avez une alternance entre les parties racontées et les parties généalogiques, avec notamment, et je vous l'ai mise ici pour que vous voyez où cela se situe, on a donc parmi les unions des enfants de Gaïa et Ouranos, vous avez Phoebe et Koios qui vont avoir 2 filles, Leto et Astérie, Astérie qui unit à Persès, lui-même fils de Pontos, qui donnera naissance à Hécate. Donc Hécate, en fait, si on doit s'en tenir à la question des générations, elle est de la génération après Zeus. Puis vous avez cet hymne à Hécate, où le katanomon se situe. Puis la suite des enfantements de Gaïa et d'Ouranos, des unions des enfants plutôt de Gaïa et d'Ouranos, dont Rhéa et Chronos, avec le récit de l'avalement des enfants et de la mise à l'écart de Zeus protégé par sa mère, et donc la naissance de Zeus. Quand vous regardez, en général, on hésite entre, on dit la théogonie contre un bon millier de vers, mais les 2 derniers épisodes sont en général contestés, et donc on voit que sur le plan de la composition même du poème, la naissance de Zeus est vraiment au centre. Est vraiment au centre, et puis, donc, on a ces 200 vers, et puis la crise prométhéenne à laquelle je vais arriver, la crise prométhéenne avec la définition de la condition humaine, et puis la stasis dont je vous ai parlé les leçons précédentes, cette opposition de Zeus à différents adversaires, les titans, et puis Typhon, ce dernier rival de Zeus qui est enfanté par la terre. Donc, comme cela, vous avez facilement disponible cette articulation, étant bien entendu que cela ne vous épargne pas de lire l'ensemble du poème si le cœur vous en dit, parce que c'est évidemment toujours ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à ce type de texte. Et donc, crise prométhéenne. La crise prométhéenne donc, commence, vous le voyez, au vers 534, elle commence quand se décide la place des hommes dans le monde que Zeus doit stabiliser dans une juste répartition des honneurs. Donc on est toujours dans cet arrière-plan de la répartition des honneurs, et les hommes font partie de cette nécessité, enfin du tableau général de la répartition des honneurs. Et c'est autour d'un repas et de la répartition des parts que tout repas induit. Souvenez-vous, la daïs dans le poème de Solon, ce banquet dont le nom même est fondé sur la répartition. Donc on voit bien qu'un repas, c'est forcément une répartition. Donc c'est autour d'un repas et de la répartition des parts que se joue la scène. Alors, à ce moment-là, quand on passe donc du récit de la délivrance de Prométhée par Héraclès à une sorte de flashback sur la crise prométhéenne, le poète, sans transition, avec seulement un gare, parle de cette crise, et
au vers donc 534-537, voilà ce qu'il écrit. En effet, donc, quand les dieux et les humains mortels se séparaient à Méconée, ce jour-là donc, après avoir d'un grand bœuf fait de bon cœur les parts, il, Prométhée, les disposa, cherchant à berner l'esprit de Zeus. Et j'attire votre attention sur le verbe krinein. Krinein, c'est vraiment le verbe de la crise. Krisis, en grec, au sens grec, c'est ça. C'est une crise au sens d'une séparation, d'une distinction. C'est comme cela qu'il faut comprendre le verbe qui est ici utilisé. Et je vous rappelle que c'est ce même verbe que l'on trouve dans une série de scènes de portée judiciaire que nous avons déjà vu passer quand je vous ai parlé des Thémistès et des Dicailles. Donc, les implications du verbe en matière de justice sont aussi très intéressantes à prendre en compte. Il s'agit alors de trancher une querelle, et c'est exactement ce qui se passe à l'entame de la crise prométhéenne. Il s'agit à chaque fois, même dans ce cadre-ci, qui est uniquement humain, il s'agit à chaque fois de résoudre un conflit, de mettre chacun des protagonistes à sa place en lui allouant ce qui lui revient, le cas échéant. Et donc, on a dans ce passage, je relis la traduction avec vous, vers 84-87, attendez que je ne me trompe pas dans mes diapos. Non, voilà. Oui, donc on a ça. Et donc ici, vous avez, et ces gens, donc on parle du roi qui va trancher une querelle. Et le roi et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites. Et vous voyez, ici, c'est krinein avec le dia qui accentue encore cette notion de répartition. Donc, il tranche en matière d'arrêt coutumier par des sentences droites, celui-là, sans le moindre faux pas, quand il parle sur la place, a vite fait de mettre un terme aux querelles, même grandes, il sait s'y prendre. Et donc, vous avez à nouveau cette notion de dicaille droite, de sentence droite, très importante. Et c'est donc un neikos. On peut sous-entendre un neikos derrière ce passage. Il faut, à un moment donné, trancher un problème et aboutir à une séparation, au fait de mettre chacun à la place qui lui revient. Et le neikos, avec ce même verbe krinein, revient dans un passage dont j'ai parlé la semaine dernière, dans le cadre de l'issue de la titanomachie. Et donc ici, au vers 881-885, on a le constat de la fin de la titanomachie. Souvenez-vous, je relis la traduction. Mais quand les dieux bienheureux eurent achevé leur temps de peine et tranché par la force face aux titans le litige des honneurs revenant à chacun, donc vous vous souvenez, ici on a à nouveau le krinein et on a la question des hommages, des timailles, qui est omniprésente derrière ce tableau. Voilà qu'il précède d'être roi, maître et seigneur des immortels sur les sages conseils de la terre, l'Olympien Zeus au vaste regard. C'est lui qui répartit entre eux de bonne façon les honneurs revenant à chacun. Donc vous voyez, trancher une querelle, ça revient à répartir les honneurs. Alors la crise prométhéenne, je reviens donc au vers qui l'enclenche. La crise prométhéenne parle de la mise à distance des dieux et des hommes, et le cœur du processus, je le disais tout à l'heure, est une répartition de viande, de parts de viande, puisqu'il s'agit de faire les parts d'un grand bœuf. La nature même de ces parts, je n'entre pas dans tout le détail du texte, ça m'emmènerait trop loin, mais la nature même des parts qui sont faites par Prométhée exprime le statut des uns et des autres. Vous avez la viande qui aboutira dans l'escarcelle des hommes, c'est-à-dire ce qui est comestible, tandis que les os tomberont dans l'escarcelle des dieux, c'est-à-dire ce qui part en fumée et n'est pas comestible. Mais les hommes, cela traduit la nature corruptible des hommes et la nature incorruptible des dieux. Ce partage, donc,
anticipe non seulement l'opération sacrificielle dont parle l'hymne Naekat, j'y reviens, où les dieux sont mis à l'honneur, mais aussi ce partage anticipe sur toutes les répartitions qui sont au cœur même de la procédure sacrificielle des Grecs dans tous les sacrifices qu'ils accomplissent tout au long de leur histoire. C'est à la fois un hommage aux dieux et une structuration des hiérarchies internes à la société elle-même. Il y a toujours ces deux directions, la verticale et l'horizontale, quand on parle de sacrifice. Et donc, je reviens au katanomon du vers 415. Je pense qu'au-delà de la traduction qui est correcte, selon l'usage, selon la coutume, etc., je pense que cette expression pointe probablement aussi, dans une œuvre aussi élaborée que la théogonie, vers le partage et la répartition initiale qui en constituent l'étiologie. Ce nomos-là, 200 vers avant la crise prométhéenne, ce nomos-là n'est pas suspendu à la seule longueur du temps et de l'habitude collective. Il est enraciné dans un moment fondateur où l'ordre du monde se décide au terme d'un partage qui prend place au sein de toute une série de partages dont je vous ai déjà abondamment parlé. Donc, je pense qu'ici, dans cette première occurrence de l'expression dans le cadre spécifique de la théogonie, nomos dépasse, si vous voulez, la seule question de ce que j'appelais la longueur du temps et la tradition. On a ici encore la saveur de la répartition qui commande l'usage de ce terme. C'est la raison pour laquelle les manières d'être et de faire, qui était une traduction que j'avais pu donner de nomos, les manières d'être et de faire collectifs, des normes de comportement inscrites dans le temps long, sont susceptibles d'être les plus efficaces. Donc il y a un rapport étroit entre la longueur du temps et l'efficacité, puisque, on le voit ici, cette longueur de temps s'ancre dans un moment fondateur, est susceptible de s'ancrer dans un moment fondateur. Et Hésiode semble l'avoir thématisé. Malheureusement, nous n'avons qu'un fragment. On ignore où ce vers que Porphyre cite dans le traité sur l'abstinence, on ignore où ce vers s'enchâssait, mais Hésiode aurait écrit « Quand la cité sacrifie », donc au fragment 322, « Quand la cité sacrifie, le nomos ancien est le meilleur, nomos d'Archaïos Aristos ». Donc on voit bien ici à nouveau qu'il y a cette question de la longueur du temps. Pourquoi est-ce le nomos le plus ancien qui est le meilleur? Parce qu'il a subi le tribunal du temps, dans une certaine mesure, il a montré son efficacité, mais aussi il s'approche potentiellement d'un moment fondateur dont les dieux ne sont pas absents. Donc le temps est une pierre de touche qui a ses vertus, c'est clair. L'accomplissement continu bénéfique de sacrifices normés prouve son efficacité et sa pertinence. Mais la qualité positive du nomos ancien, je pense, vient aussi de son ancrage dans un ordonnancement divin dont Hésiode chante une version possible dans la théogonie. Donc je pense qu'il faut lire ces vers en parallèle. Et m'appuyant sur cette référence à l'ordre du monde que je viens de rappeler, je placerai au cœur de la leçon d'aujourd'hui diverses autres références aux nomos de la fin de la période archaïque pour poursuivre et renforcer la réflexion sur la norme religieuse et les questions d'autorité. Alors, on a commencé à voir, je vous ai remis la diapo sous les yeux tout à l'heure, on a commencé à voir se dessiner la force du nomos, le kratos nomou, détestement et de Solon, si j'ai raison de corriger le vers 16 du fragment 36. Et pour poursuivre cette investigation, je vais m'attaquer à deux monuments, Héraclite et Pindare. Pindare, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Héraclite. J'ai beaucoup hésité, je ne vous le cacherai pas, avant de décider de lire avec vous quelques fragments d'Héraclite, un auteur que l'on situe à la charnière entre le 6e et 5e siècle avant notre ère. J'ai hésité parce que cet auteur, placé dans le corpus des philosophes dits présocratiques, ne se laisse pas facilement approcher et saisir. Bien sûr, l'œuvre est fragmentaire, ce qui est
une partie du problème. Mais quand bien même l'aurions-nous conservé intégralement, l'œuvre d'Héraclite resterait sans doute passablement obscure. Les interprètes les plus autorisés de la philosophie présocratique, dont je ne suis pas, offrent de cette pensée des lectures contrastées, voire contradictoires, et je n'ai vraiment aucune prétention à arpenter d'un pas davantage assuré qu'eux ce terrain quelque peu miné. Néanmoins, après toutes ces précautions oratoires, je dois bien reconnaître que l'usage du vocabulaire qui m'importe rend indispensable, voire presque irrésistible, la lecture et l'analyse de certains des fragments. Plusieurs d'entre eux parlent de nomos, et donc j'ai finalement pris le parti d'en discuter. Je commencerai par deux de ces textes, et un troisième arrivera un peu plus loin, et vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite de la difficulté, évidemment, de ces fragments qui sont hors contexte et souvent extrêmement lapidaire. Voilà le genre de sentence auquel la poésie d'Héraclite nous confronte. Donc, j'ai conservé la numérotation de l'édition classique de Diels Krantz, et donc vous avez au fragment 44 cette affirmation « Il faut que le peuple combatte pour le nomos comme pour un rempart ». Voilà, première affirmation où l'on a le nomos au milieu de cette assertion. Alors, deux remarques sur cette affirmation, et je reviendrai de façon récurrente sur ce fragment. Un, le nomos doit être défendu par le peuple, ce qui en fait un bien commun. Premier constat. Deuxième constat, si l'on prend au sérieux la comparaison effectuée avec le rempart, la muraille, en l'occurrence de la cité, le nomos a une vertu protectrice, à l'instar de ce qu'une muraille confère à une cité et donc à la communauté qui l'habite. Le singulier nomos, vous voyez qu'ici on a un singulier, peut évoquer ici, selon un usage du mot que l'on a vu précédemment, le mode de vie normé d'une communauté, autant de manières d'être et de faire, pour reprendre ma traduction, des manières d'être et de faire établies, qui assurent au groupe son intégrité, son identité, sa continuité. Même si Héraclite écrit donc plus tard que Solon, nous sommes là quelques décennies plus tard, la notion de loi, parce que vous remarquez, je n'ai pas traduit, la notion de loi, si on l'entend comme codification légale, est probablement réductrice. Nomos pourra désigner, bien sûr, et ce sera notamment le cas à la fin du 5e siècle, j'en ai parlé l'année dernière. Nomos pourra désigner ce que nous appelons des lois écrites, une forme de codification, mais le terme est bien plus large à ce moment de ces usages. Donc, je vais garder le nomos, et puis plus on va avancer, plus, je l'espère, la question du sens va se préciser. Donc, voilà une première assertion d'Héraclite. Un autre fragment, qui porte le numéro 114 dans l'édition de Diels Krantz, permet d'affiner ce point davantage encore et va nous amener au cœur des préoccupations qui sont les miennes maintenant depuis plusieurs semaines. Donc, voici la première affirmation de ce fragment. Il y en a 3 qui s'enchaînent et que nous allons envisager les unes après les autres. Première affirmation, je traduis donc le texte et puis je vais en analyser certains aspects du grec, parce qu'il y a un jeu de mots là qui est incompréhensible dans la traduction. Donc je lis avec vous. Ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous, de même que sur le nomos, une cité, et beaucoup plus fermement. Donc voilà la première partie. Si je mentionne l'article de Alexander Mourelatos, c'est parce que c'est son analyse du fragment qui m'a conduit à certains choix de traduction. Alors, impossible à rendre en français, ce jeu en grec sur le xunoo, donc avec intelligence, ceux qui parlent avec leur tête, si vous voulez, et le xunos, qui est un adjectif de saveur archaïque, qui signifie commun.
Et donc on voit bien qu'il y a un jeu de mots, si vous voulez, un jeu de sonorités dans ce fragment sur le xunno et le xuno. Ça a été remarqué de longue date. Et cet adjectif xunos, et on le verra, va progressivement, dans le cours de l'histoire de la langue, céder la place à koinos, qui signifiera commun de façon assez récurrente par la suite. Xunos tendant à devenir un archaïsme. Et donc, l'un et l'autre, xunos et koinos, se traduisent par commun. L'auteur donc joue sur les mots, comme on le voit, c'est ce que j'ai souligné, joue sur les mots pour exprimer que le discours intelligent est en étroite relation avec ce qui est commun, puisque le commun en est la condition d'énonciation. Et un autre fragment, puis je vais revenir à celui-là, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs assertions qui se succédaient, un autre fragment permet de comprendre, je pense, ce qu'Héraclite entend par là. Vous voyez le genre de choses auxquelles on a affaire avec Héraclite. Donc, fragment 113, le fait de penser est commun à tous. Xunon, encore une fois, estipacito phronein. Et en suivant Arnaud Massé dans un très intéressant article qu'il a publié dans un dossier des Annales en 2014, j'ajouterai à la réflexion le fragment 116 où Héraclite énonce ceci: à tous les hommes, il revient d'avoir part au fait de se connaître soi-même et de penser sagement. Donc on voit bien que là, on a des sortes de gloses, si vous voulez, dans ces deux fragments. En tout cas, j'en fais des gloses, ce n'est probablement pas ce que Héraclite lui-même en faisait, mais elles peuvent nous servir à nous pour réfléchir sur le fragment 114. Et donc ici, on voit bien que le commun et le fait de penser sont étroitement reliés. Je reviens au fragment 114 et à la comparaison que Héraclite introduit. Donc je relis: ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous. De même, là on a l'ouverture d'une comparaison, de même que sur le nomos, une cité est beaucoup plus fermement. Donc, le discours intelligent doit trouver sa force en s'appuyant sur ce qui est commun, c'est-à-dire partagé par tous les humains, et on l'a vu dans les deux fragments précédents, c'est la pensée, la réflexion, voire le logos comme tel, qui est central chez Héraclite. Et je vous montre juste cet autre fragment sur lequel je ne vais pas m'appesantir, mais pour soutenir l'affirmation que je viens d'énoncer. Dans le fragment 2 qui a été cité, donc vous le voyez à l'écran par Sextus Empiricus, et ce fragment est compliqué parce que Sextus Empiricus doit expliquer à ses lecteurs ce que veut dire xunos, parce qu'ils ne comprennent plus, ce n'est plus dans la langue commune, si je puis dire. Et donc il est obligé d'expliquer que xunos en fait c'est koinos, mais le problème c'est que dans la transmission du fragment, la glose de Sextus est venue se mêler à ce que l'on peut estimer être le texte d'Héraclite, d'où ces crochets et cette complication dans la transmission. Mais soit, ça vient juste renforcer ce que je vous disais sur xunos. Donc Héraclite aurait écrit, selon Sextus Empiricus, c'est pourquoi il faut suivre ce qui est xunos, c'est-à-dire koinos, car xunos signifie koinos, voilà la glose. Mais bien que le logos soit commun, et donc vous voyez ici cette affirmation que le logos est commun, donc on voit vraiment cette récurrence de l'affirmation dans tous les fragments que je viens de vous montrer, la plupart vivent comme s'ils disposaient d'une pensée propre. Je reprends mon fragment 114. Dans la prémisse, le xunos est ce qui relie tous les humains en tant qu'ils sont des êtres de pensée. Ensuite, s'ouvre une comparaison où sont mobilisés la polis, la cité, et le nomos. Une cité, nous dit Héraclite, doit s'appuyer sur son nomos, c'est-à-dire, pour reprendre la paraphrase que j'ai donnée encore il y a un instant, sur l'ensemble des manières d'être et de faire reconnues et collectivement acceptées au sein de la cité. En d'autres termes, la cité doit s'appuyer, tirer sa force, c'est une autre traduction que l'on pourrait donner du verbe, doit tirer sa force
de l'ordre de fait qui commande à son fonctionnement et qui se traduit dans des représentations, des usages collectivement assumés, voire, le cas échéant, des usages matérialisés dans des prescriptions écrites, ce qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire que nomos peut englober tout ça. Mon seul souci, c'est de ne pas le ramener uniquement à la question de la loi au sens étroit. C'est beaucoup plus large. C'est un mode de vie, en quelque sorte. Alors, voilà donc pour cette première phrase, cette première affirmation du fragment 114. Maintenant, on poursuit. C'est ce qui est en gras à l'écran. Donc, ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous, de même que sur le nomos, une cité, et beaucoup plus fermement, car, voilà l'explication, tous les nomoi humains sont sous la tutelle d'un seul, le divin. La référence d'Héraclite au nomos, donc de la cité, est d'autant plus importante, il faut s'y appuyer d'autant plus fermement que, dans ce cas précis, le référent est divin. Alors, on peut comprendre cette proposition de deux façons, rien n'est jamais simple avec Héraclite. Voilà l'alternative. Soit, en rouge, c'est le divin comme tel qui nourrit le nomos des cités. En rouge, c'est nomos est sous-entendu. Ah, le nomos nous appelle. Soit le nomos est sous-entendu. Donc, comme on le montre ici, le premier volet de l'alternative en rouge, donc sous la tutelle d'un seul, le nomos divin. Donc, il faudrait en fait ici imaginer un nomos. Soit, c'est le divin comme tel, proteios ou toteion, le divin comme tel qui nourrit le nomos des cités, c'est le second plan de l'alternative en bleu. Alors, je vais conserver la première expression, c'est-à-dire celle qui sous-entend, même si c'est extrêmement difficile de trancher. Mais vous allez le voir, il me semble que c'est cette version-là qui permet de mieux comprendre la suite, qui s'articule le mieux avec ce qui suit. Alors, donc on a la notion de un seul, le nomos divin. Alors, qu'est-ce que c'est ce un ? Là encore, je convoque d'autres fragments d'Héraclite, je n'ai pas le choix, je dois bien travailler à l'intérieur même de l'œuvre pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Les numéros 32 et 33 des fragments de Diels Krantz permettent d'élargir la perspective. Donc voilà les deux fragments que je présente dans l'ordre inverse de leur numérotation. Donc, fragment 33, que nous dit Héraclite ? Donc, nomos kai boule peitestai enos. Donc, nomos, c'est aussi obéir à la volonté d'un seul. Bon, dont acte. Donc, on a la notion de enos, en, comme on a dans le fragment 114. Et puis, deuxième fragment, le 32, l'un, ce qui est sage, donc en, to sophon, seul, ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. Quand je vous disais que ce n'était pas nécessairement simple. Donc, l'un, ce qui est sage, seul, ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. Donc, vous avez ici, avec ces deux fragments, un lien qui s'opère entre une unicité avec la figure d'un dieu, Zeus, quel que soit le nom qu'on lui donne, puisqu'il veut et ne veut pas être appelé du nom de Zeus. C'est aussi, je n'ai pas repris de diapo, mais c'est une affirmation que l'on trouve aussi dans certaines tragédies, où le personnage, à un moment donné, dit « Zeus, quel que soit le nom sous lequel tu veux être appelé ». On voit bien que la question de la dénomination divine est tout entière, nichée dans ce genre d'affirmation, mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Donc, muni de cette comparaison avec le fragment 33 et le fragment 32, je reviens à mon fragment 114, avec la dernière phrase, donc là vous l'avez intégralement à l'écran. Je lis la totalité, je relis donc les deux premières phrases et j'ajoute la troisième. Ceux qui parlent avec intelligence, il faut qu'ils s'appuient sur ce qui est commun à tous,
de même que sur le nomos une cité et beaucoup plus fermement, car tous les nomoi humains sont sous la tutelle d'un seul, le nomos divin, je pallie le sous-entendu. En effet, voilà la troisième affirmation, il domine autant qu'il veut, il les protège tous et l'emporte sur eux. Et là, en ce qui concerne la traduction des verbes de la troisième phrase, je m'appuie sur l'analyse de Mourelatos qui conseillait de puiser le sens de ces verbes dans la tradition épique. Et là, je pense qu'il a absolument raison. Et donc, vous voyez, je l'ai mis en gras, que la proposition s'ouvre sur le kratos, sur le pouvoir. Ce fils de Styx dans la théogonie qui est étroitement associé à la figure même de Zeus. Donc, s'ouvrant sur ce verbe kratein, c'est le registre du pouvoir et de ses implications qui est mobilisé, et l'image de la souveraineté de Zeus se dessine en arrière-plan. Si je reprends les deux fragments que l'on vient de voir avec la notion de un, le en ou le enos au génitif, la référence limpide de la boulet d'un seul au fragment 33 renvoie précisément à la boulet de Zeus qui ouvre l'Iliade et traverse toute la tradition épique. Je vous en ai parlé à propos de l'ouverture de l'élégie de l'Eunomia de Solon, où je vous ai dit, on parle de l'Aïssa Dios, et une alternative, c'est la boulet Dios. On voit bien que c'est ce qui se profile quand on entend parler de la boulet d'un seul. La volonté donc de Zeus, qui ouvre l'Iliade, est vraiment omniprésente dans la tradition épique. Quant au fragment 32, il souligne, donc à sa manière, je vous l'ai dit, la relativité des dénominations divines, notamment quand il s'agit de désigner ce divin sage qui se dessine en arrière-plan des nomoi humains, dans le fragment 114. Et quelle que soit l'option que l'on choisit finalement, que l'on choisisse de sous-entendre nomos ou pas, on a derrière cette idée d'une action divine de pouvoir avec ce kratos qui s'affirme à la phrase 3. Alors, bien sûr, donc ça pour l'alternative. Alors, bien sûr, dans certains fragments, Héraclite, et je ne vous les ai pas produits, Héraclite se démarque clairement de ses devanciers et de leur manière de décrire le monde. Et il se démarque notamment d'Homère et d'Hésiode. Il innove assurément, il le sait, il l'assume, il l'affirme dans des fragments qui nous sont parvenus, mais, et c'est ça qui m'importe, il continue de s'exprimer dans une langue traditionnelle. Et c'est ce travail sur la tradition qui m'intéresse, comme je vous l'ai montré aussi à propos de Solon. Afin de percevoir des représentations partagées, même si elles sont recomposées, même si elles sont repensées dans un projet qui est différent. C'est pour ça qu'on associe évidemment Héraclite à la philosophie présocratique, parce que son projet n'est pas nécessairement celui des poètes antérieurs et qu'il s'en démarque, mais il se saisit de cette tradition, il la travaille. Or, les fragments que nous venons de passer en revue, les fragments laissent pressentir la conception d'un nomos divin qui soutient en quelque sorte les nomoi humains, j'y arriverai. Et c'est ça que je retire de cette analyse. Ces derniers, à leur tour, donc les nomoi humains, assurent la stabilité des cités, comme le fait aussi le rempart qui doit assurer la protection de la communauté et pour lequel il faut se battre. Je ne fais rien que de gloser les fragments que nous avons vus. Et une telle conception de l'ordre du monde peut être avantageusement mise en regard, me semble-t-il, de ce que nous avons vu jusqu'ici de l'eunomia, même si le terme n'apparaît pas chez Héraclite. Eunomia en tant que principe de bonne organisation, mais aussi en tant que puissance divine. C'est-à-dire ce rapport, vous voyez, entre une manifestation dans le monde et l'action divine que l'on peut associer étroitement à cet état des choses et à cette action.
Pour le dire en d'autres mots, on perçoit aussi dans ce fragment d'Héraclite l'indissociable relation entre les comportements humains et un arrière-plan divin. Si je le dis encore autrement, on voit se dessiner, me semble-t-il, sous d'autres formulations, la relation indissociable entre eunomia avec minuscule et eunomia avec majuscule. Vous êtes maintenant familier de cette distinction. Eunomia avec majuscule en tant que puissance divine ressentie comme dans sa manifestation. Et à cet égard, la référence au rempart de la cité dont la défense est nécessaire comme l'est celle du nomos de cette cité, donc, me semble pouvoir être approchée de réflexions que j'avais développées l'année dernière. Si vous avez la curiosité d'y aller voir ou revoir, c'était les leçons 6 et 7 de l'année dernière, sur le caractère hieros. Alors, on va dire sacré, pour faire bref, sacré de la cité et de son rempart dans la poésie. J'avais aussi abordé dans la foulée, la question du caractère sacré des armes qui défendent la cité dans le serment des éphèbes athéniens. Je voudrais revenir maintenant pour étayer ce que je viens de vous présenter de ma lecture d'Héraclite. Je voudrais reconvoquer ce dossier qui avait une autre perspective l'année dernière parce qu'il me semble soutenir l'interprétation que je viens de vous livrer. Je vous rappelle, ou je vous informe selon votre fidélité au cours virtuel de l'année dernière. Donc je rappelle que dans l'épopée, cités et remparts sont régulièrement affectés de l'adjectif hieros. Vous voyez ici, il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes. Hiera, teikea, c'est exactement le teikos qu'on a vu chez Héraclite. Autre passage du chant 4, si les Achéens détruisent les Troyens et prennent, alors là j'ai repris la traduction de Mazon, la Saint-Ilion, Ilion et Irène, ou encore au chant 5, Apollon le dépose dans la sainte Pergame où est bâti son temple, Pergamo ein hiere. Vous vous souviendrez peut-être que j'ai tenté d'approfondir donc la compréhension de hieros en me détachant, même si ce n'est pas le cas ici parce que c'est quasiment impossible à faire ici, en me détachant de la traduction quelque peu mécanique de sacré qu'on lui associe au profit d'une compréhension en profondeur des mécanismes qui étaient à l'œuvre dans la qualification même de hieros. Et concernant cités et remparts, j'avais souligné la relation de ce qui est hieros à la préservation vitale de la communauté qui interagit avec les dieux du lieu. C'est ce qu'exprime hieros dans ce cas-là, et c'est vrai que c'est difficile à traduire autrement que par sacré, c'est la survie même d'un groupe humain qui est protégé par ces dieux. Et c'est aussi la portée que j'avais donnée à l'expression hieros, hiero enikuklo, au chant 18 de l'Iliade, là où on voit se déployer la magnifique description du bouclier d'Achille qu'Héphaïstos est en train de forger, et dont vous avez l'opposition aujourd'hui malheureusement très évocatrice entre la cité en paix et la cité en guerre. Et dans la cité en paix, on a le règlement d'un conflit. Parce que même dans une cité en paix, il y a des conflits, mais tout l'enjeu, c'est de les résoudre. On l'a vu avec le Crineide de tout à l'heure, dans les passages de la Théogonie. Et donc, des héros contiennent la foule, je relis avec vous, les anciens sont assis sur des pierres polies, en un cercle sacré, ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air, ensuite, y prenant appui, ils émettent leur sentence à tour de rôle, au milieu sont déposés 2 talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera la sentence la plus droite. J'ai réévoqué ce passage il y a peu. Et donc, ici, en neutralisant le conflit par des sentences qui sont fondées sur la thémis, les anciens protègent la cité du conflit interne, à l'instar des remparts qui la protègent du conflit externe, et donc du polémos. Et dans la même perspective, j'avais convoqué
les commentaires que Eustate de Thessalonique, donc un évêque byzantin, avait donnés de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors bien sûr, c'est un byzantin, donc l'écart est immense avec les œuvres qu'il commente, mais il est tellement nourri de païdéia grecque que ses commentaires sont toujours extrêmement intéressants. Et avant de passer aux commentaires, voilà ce qu'il commente. Ça aussi, c'était dans les leçons dont j'ai rappelé le numéro tout à l'heure. Donc dans l'Iliade, vous avez ce moment... vous avez donc au 10e chant de l'Iliade, Agamemnon parle à Ménélas pour qu'il mobilise toutes les forces achéennes face à la menace troyenne qui est particulièrement grandissante à ce moment du récit. Et il dit, Agamemnon, moi j'irai vers le divin Nestor, le pousser à se lever, s'il le veut, voir la troupe sacrée des gardes et leur faire des recommandations. Donc vous avez ici Phulakon Hieron Telos, la troupe sacrée des gardes. Et l'autre vers, qui est au chant 24 cette fois-ci, au chant 24, quand Hermès doit faire sortir, le dieu Hermès doit faire sortir Priam du camp des Achéens, où il est venu réclamer le corps de son fils. Et donc, en son cœur, Hermès médite comment conduire le roi Priam loin des nefs, échappant aux yeux des gardes sacrés. Et donc, vous avez de nouveau Hierous, puis Laurus, l'expression qui peut sembler curieuse, cette association entre la protection et la sacralité. Or, quel est le commentaire d'Eustate ? Je le relis avec vous. Je lis la traduction. On sait également que, comme ailleurs, le contingent des gardiens est appelé Hieron Telos. Ainsi dit-il, ici aussi, comme Hermès, et là il cite le vers du chant 24, conduit le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardiens sacrés. Donc, Eustate a bien fait le rapport entre les deux passages, en disant on est dans le même cadre de signification. Il les appelle hieroi, poursuit Eustate, pour exprimer leur vigilance et leur attention à la communauté. Et vous voyez, je l'ai mis ici en grâce, hyper tout koinou. On n'a koinos à ce moment-là, évidemment, on n'a plus que sunos. Leur attention à la communauté, comme on dit également des cités, qu'elles sont hiéras. Donc il fait le rapport entre les trois, entre le passage du chant 10, le passage du chant 24 et toutes ces occurrences où les cités elles-mêmes sont dites sacrées. Et donc la préservation du koinon, de ce qui est commun de la communauté, est palpable dans de tels usages, ce qui me ramène évidemment au fragment 114 d'Héraclite et au nomos divin sur lequel s'appuie le nomos des cités. Toutefois, et c'est un point important de la réflexion présente, si j'ai opéré un rapprochement avec la déesse Eunomia ou avec le rempart de la cité qui est qualifié d'hieros, dans les passages de l'épopée homérique, je dois souligner, et c'est un point auquel je reviendrai dans les derniers cours quand je vous parlerai davantage d'épigraphie. Il faut souligner que nomos n'est pas conçu comme une puissance divine. Ça, c'est un point important. Donc, ce n'est pas... Sauf, il y a une exception, c'est un hymne orphique du IIe siècle de notre ère, où on a une prière au nomos qui a l'air d'être divinisée. Mais sinon, dans la tradition, il n'est pas divinisé. Le terme n'est pas transformé, si vous voulez, en puissance divine. Donc, je dois me saisir, évidemment, de ce constat. Quant à hieros, dont on vient de voir qu'il pouvait qualifier ce qui protège la cité, on pourrait s'attendre à ce que, précisément, il vienne qualifier nomos. Alors, quand nomos est qualifié de hieros, et ça aussi, j'en reparlerai quand j'entrerai dans la documentation épigraphique, ça veut dire non pas que la loi est sacrée au sens strict, mais que la loi s'occupe des choses sacrées, des hieras, des sanctuaires, des sacrifices, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même perspective. Quand nomos peut être qualifié avec une connotation divine, c'est, comme ici,
teios, qui peut servir, mais c'est relativement rare. Donc, les nomoi ne sont pas conçus comme des puissances divines et ne sont pas qualifiés de hieroi. Et encore une fois, c'est un constat auquel je vais revenir. Mon dernier point, je voulais annoncer, ce sera le serment des éphèbes, justement. Mais sur un point que je n'avais pas abordé de façon aussi directe l'année dernière. Donc, j'avais évoqué l'année dernière, toujours dans le même registre de ce que je viens de dire à propos du commentaire d'Eustath, j'avais évoqué cette partie du serment avec les armes sacrées. En quoi est-ce qu'elles sont sacrées? Non pas qu'elles aient été consacrées aux dieux, mais dans la même logique que ce que l'on vient de voir sur les gardes sacrés, la troupe sacrée des gardes, c'est-à-dire ce rapport à la préservation de la communauté. En tout cas, je ne vois pas comment on peut le comprendre, autrement. Donc, voilà pour le serment. Et puis après, on a cette référence aux lois, dont j'avais déjà un peu parlé à propos de l'usage même du mot tesmos. Mais ce que je veux analyser aujourd'hui avec vous, c'est la manière dont sont qualifiés les tesmoi. Dont sont qualifiés donc les tesmoi. Alors pourquoi tesmoi? Ici, nous avons affaire donc à une inscription, vous voyez, non, vous ne voyez pas, je ne l'ai pas mis, qui date à peu près du milieu du IVe siècle. L'inscription elle-même date du milieu du IVe siècle avant notre ère, mais fait sans doute droit à un serment qui est, publie, si vous voulez, un serment qui est sans doute plus ancien, comme l'attestent certaines expressions, dont l'usage de tesmos pour dire loi en un temps où nomos était largement répandu et où tesmos avait la saveur de l'ancien. Donc, ici, si on relit le serment des éphèbes, en tout cas dans sa première partie, parce qu'après vous avez une partie très intéressante avec les témoins divins, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, puis ça me détournerait de mon propos. Donc, serment ancestral, vous voyez, orkos, patrios. Serment ancestral des éphèbes que doivent jurer les éphèbes. Je ne déshonorerai pas les armes sacrées, ce sont les hiéraoplas dont je viens de vous parler, ni n'abandonnerai celui qui se tient à mes côtés, où que je sois en ligne. Vous voyez là la phalange hoplitique, la phalange où chacun protège son voisin avec la moitié de son bouclier. Je défendrai les hierakaihosia, ça aussi, je laisse pour le moment de côté, j'y reviendrai. Et je ne transmettrai pas la patrie amoindrie, mais plus grande et plus forte, selon mes capacités et avec l'aide de tous. Vous voyez à la fois l'individu et le collectif, indissolublement liés. J'obéirai à ceux qui commandent toujours en conscience, ainsi qu'aux lois établies et à celles qui seront établies en conscience à l'avenir. Si quelqu'un les met à mal, je m'y opposerai de toutes mes forces et avec l'aide de tous, j'honorerai les cultes de mes pères. Et vous voyez à nouveau la notion de ta patria, hiera ta patria, comme on a l'orkos patrios. Donc, je disais, les armes des éphèbes sont hiera parce qu'elles servent à défendre la cité, comme le rempart est sacré parce qu'il protège la cité, je viens de le dire. Deux formulations donc, sont à mettre en évidence autour des tesmoi. Tout d'abord, le verbe dont les tesmoi sont assortis. Vous voyez ici, on a un participe, hydruménone, du verbe hydruein, et ici le verbe lui-même au futur, hydrusontai. Donc on a cette notion d'hydruein qui signifie la fondation, et tout particulièrement la fondation en contexte sacré. On utilise ce verbe quand il s'agit de fonder un temple, un autel, une statue. Et des temples, des bâtiments destinés aux dieux pourront être appelés des hydrumata. Donc on voit bien que la connotation sémantique du terme est forte et précise. Donc il s'agit d'ancrer dans un lieu donné, de le fonder, de l'ancrer, l'expression de la piété et créer une relation, quand il s'agit d'un temple, d'un autel ou d'une statue, créer une relation avec le destinataire divin, bien sûr.
Et donc je pense qu'un tel verbe devait résonner d'une tonalité particulière aux oreilles d'un Athénien du IVe siècle. Car habituellement, d'autres, en tout cas au IVe siècle, d'autres expressions étaient privilégiées pour parler des lois établies. Je vous donne 2 exemples, et la semaine prochaine, je reviendrai sur l'un des 2 exemples. On parlait au IVe siècle davantage de nomoi, donc keimenoi, ou de nomoi, mais c'est plus rare, katestotes. Donc vous avez hydrumenois, on ne l'a pas, on ne le trouve pas. C'est vraiment le serment des éphèbes de ce point de vue est tout à fait spécifique, tout à fait particulier. Donc, des tesmoi hydrumenoi, comme dans le serment des éphèbes, mobilisent un référentiel beaucoup plus concret que les keimenoi nomoi qu'on vient de voir, à savoir l'ancrage dans le sol. L'ancrage dans le sol, l'association étroite avec la terre de la patrie et donc les institutions et les dispositions légales qui le soutiennent. Et je vous renvoie pour cela aux réflexions sur les usages de tesmos que j'avais présentées l'année dernière dans l'épigraphie. Donc ça, c'est le premier point dans ce texte, l'usage de ce verbe associé au tesmos. Vous avez là une connotation de, je dirais, je n'irai pas jusqu'à la sacralisation, mais en tout cas, on est dans un registre qui montre, qui relève de ce champ sémantique-là. Deuxième formulation que je veux mettre en exergue, vous l'avez sous les yeux ici, c'est emphronos. C'est un adverbe qui qualifie donc tant le commandement futur des stratèges que l'action législative à venir, puisque vous voyez qu'on l'a 2 fois. On l'a 2 fois. Alors, vous aurez reconnu, j'imagine, le champ sémantique du verbe phronéo qu'on a vu tout à l'heure, la phronésis, la pensée. On a vu quelques occurrences chez Héraclite tout à l'heure. Et donc, les éphèbes jurent de suivre des commandements sensés, qui ont été réfléchis. C'est ça que ça signifie. Quant au tesmoi, on voit bien que emphronos n'apparaît pas pour les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont été déjà éprouvés par le temps qui a passé, c'est le tribunal du temps, la pierre de touche du temps que j'évoquais tout à l'heure à propos du katanomon. Donc, ils n'ont pas encore été soumis au tribunal du temps. Ceux qui viendront, les tesmoi qui viendront, eux devront avoir été établis avec la même conscience et la même prudence que les tesmoi du passé qui ont déjà passé cette épreuve du temps. Donc vous voyez qu'il y a là une nuance, c'est-à-dire qu'on a encore une fois la présentation de cet ancrage dans le territoire, ancrage dans la communauté, qui fait du référent même des lois quelque chose qui dépasse le moment de son émission elle-même. Et pour conclure, je reviens une dernière fois au fragment 114 d'Héraclite. Donc il atteste que le nomos de chaque cité, en tant qu'ensemble de comportements normés, voire ensemble des principes régulateurs de tels comportements, peuvent être conçus sur un arrière-plan divin, à savoir l'ordre du monde que manifeste la boulet de Zeus. C'est le monde ordonné sous l'égide de Zeus, au sens d'un pouvoir qui ordonne, c'est-à-dire qui met en ordre et qui donne des ordres, puisque ce sont les 2 sens du mot. Et les vers de Pindare, puisque je vous ai dit que j'allais m'attaquer à 2 monuments, Héraclite c'était pour aujourd'hui, Pindare ce sera la semaine prochaine, donc les vers de Pindare qui parlent explicitement de nomos basileus vont également nous conduire dans cette voie, mais là ce sera pour la semaine prochaine. Merci pour votre attention.